Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, c'est Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière à l'élection présidentielle qui était notre invitée. Et elle a pointé sur ce plateau la grande colère des ouvriers face à l'affaire Fillon et dénonce son indécence. Ça apparaît vraiment comme de l'indécence. Oui, aux yeux, vous savez, des ouvriers, des salariés. Vous n'admirez pas la ténacité de l'homme. Quand ils se posent comme cela en victime, quand ils ne mesurent pas le décalage qu'il y a entre effectivement ces actes et puis la galère qui est vécue au quotidien par des millions de femmes et d'hommes pour qui un salaire même de 4 000 € est un rêve, un emploi même. Est un rêve. Donc il y a une grande colère et un sentiment vraiment d'indécence. C'était légal, c'est ce que dit François Fillon. Peut-être pas moral, mais légal. Depuis le début, je dis que le problème, justement, c'est pas le problème de la légalité. Y compris qu'est-ce qu'en fera la justice, moi j'en sais rien. J'ai en tête ce qui s'était passé, vous savez, avec Christine Lagarde, qui a été condamnée pour une négligence à 400 millions, mais sans peine. Donc on peut s'attendre effectivement à tout sur le plan de la justice, mais voilà, simplement c'est ce type de comportement, c'est considérer que tout nous est dû, que 4 000, 7 000 €. Mais Nathalie Arthaud, alors même que tous les jours ils prêchent des sacrifices, les bas salaires. Moi je me souviens aussi que Fillon, face aux salariés, vous savez, d'Air France, dans l'affaire de la chemise, avait été l'un de ceux qui avait été enragé contre les salariés qui les avaient cloués au pilori avant même que la justice s'en mêle. Là-dessus, vous savez, en général pour les petits, voilà, il y a jamais de droit à la présomption d'innocence. Alors lui, il la réclame pour lui. Puisque vous avez refusé toute alliance avec Poutou, là, il y a quelques heures, on se dit finalement, la guerre des égos, elle existe partout, y compris chez vous. Non mais, vous voulez absolument... Vous êtes pour le mariage forcé ou pas ? Nous, pas, vous voyez. Écoutez, nous sommes deux courants d'extrême gauche, deux courants. On a eu la primaire de droite, on a eu 7 nuances de droite. On a eu la primaire de gauche, on a eu 7 nuances de gauche. Ils ont tous pu s'expliquer en long, en large, en travers, dans des grandes émissions où justement ils ont pu avancer leur programme et leurs perspectives. Pourquoi nous n'aurions-nous pas cette possibilité-là? C'est quoi, par exemple, est-ce que vous pouvez me citer une différence essentielle avec Philippe Poutou? Nous avons en commun de considérer d'abord que le capitalisme ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Et puis nous avons des différences, y compris sur cette campagne. Oui, nous en citer une. Moi, je veux faire une campagne sur, effectivement, les intérêts des travailleurs, sur le chômage, sur la conscience de classe, sur cette lutte nécessaire que les travailleurs ont à mener pour, effectivement, imposer que leurs droits soient respectés. Et Philippe Poutou fera une campagne beaucoup plus mélangée, en abordant, y compris Notre-Dame-de-Landes, en abordant tout un tas d'autres injustices, les problèmes d'égalité. Voilà, nous ne ferons pas la même campagne. Sur la fiscalité, par exemple, vous souhaitez que tout le monde paye un impôt. Par exemple, vous souhaitez un impôt progressif. J'ai envie de vous demander à partir de combien et pour qui? Mais nous voulons effectivement que la classe riche, que cette classe capitaliste, elle paye. Mais riche, c'est à partir de combien? C'était ça ma question. Vous savez, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à ma question. Mais c'est quoi quelqu'un de riche? C'est pas à partir de combien. C'est qu'aujourd'hui, dans cette société, il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre, parce qu'ils appartiennent effectivement à une classe de rentiers. Donc moi, je suis pour que cette classe-là, effectivement, paye des impôts, parce que quand on travaille, quand on est ouvrier, quand on est salarié, on paye beaucoup d'impôts. On les paye sur la TVA, on paye beaucoup de taxes. Et ça, c'est pas admissible parce que effectivement, cela pousse encore. Donc à partir de combien de revenus doit-on payer un impôt? Non, mais nous sommes pour faire payer l'impôt sur le capital. Je parle de l'impôt sur le revenu. Mais qu'il n'y ait pas d'impôt sur le revenu. Nous disons que les travailleurs, sur leur salaire, ils ne doivent pas payer d'impôts, mais que effectivement, il faut faire payer l'impôt sur le capital. On est dans une situation qui est complètement ubuesque aujourd'hui. On a 21 milliardaires dans le pays qui possèdent l'équivalent de 25 millions de femmes et d'hommes. Eh bien moi je pense que sur leur fortune, oui, on pourrait effectivement prendre de l'argent pour assurer que les hôpitaux fonctionnent bien, que l'école, que les transports fonctionnent bien. Voilà notre programme. Mardi, le député maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, soutien de François Fillon, qui était notre invité, considère que ce dernier est capable de renverser les pronostics et de remonter la pente.
Moi, je crois que la vraie rupture pour François Fillon était de passer au fait d'être le candidat d'un parti à être le candidat des Français. Alors certes, ça passe par voyez, un creux de vague, parce qu'on ne passe pas d'un statut de candidat d'un parti, d'un appareil ou de quelques partis qui avaient déjà réparti les postes, probablement les ministères, et puis s'étaient organisés sur les investitures, de ce statut-là à candidat des Français, sans faire de casse, sans générer des tensions, sans générer ce qu'on a vu depuis quelques jours. Maintenant, il a une reconquête à opérer. C'est regarder les Français dans les yeux, assumer les problèmes, mettre en avant ses doutes, ses atouts, ses qualités, ses défauts, être authentique devant les Français et reconquérir l'opinion. On peut reconquérir s'il y a éventuellement mise en examen le 15 mars prochain. C'est possible? C'est encore possible? Mon petit apprentissage politique m'a vraiment alerté sur le fait que le vrai message politique, c'est la sincérité. Je pense que s'il est sincère, s'il montre justement qu'il est dépouillé de tout ce microcosme qui lui colle au basque aujourd'hui pour essayer d'obtenir dans l'élan de sa probable élection tous les postes que cela peut générer. S'il est dans un exercice sincère, authentique, direct, loyal avec les Français, encore une fois, en assumant les problèmes et en donnant une perspective, une espérance. Même s'il est mis en examen, il peut faire campagne. D'après vous, il n'y a pas de problème. Mais oui, parce que qu'est-ce que pèse, honnêtement, une mise en examen éventuelle sur oui. des sujets dont on a vu dans le JDD que quand même, oui, c'est pas la révolution du monde non plus qui est en train de se passer. Qu'est-ce que pèse une mise en examen à l'aune des enjeux pour le pays et de tout ce qu'il a mis aussi sur la table en termes de réflexion, de travail, de projet, de programme. Oui, il y a une dissymétrie. Vous étiez aux premières loges dimanche au Trocadéro. Quand Alain Juppé parle de base radicalisée en ciblant les gens qui étaient là sur place, ça en dit long quand même sur l'état de la droite. Je crois qu'il y a un sujet de responsabilité. Tous ces petits mots, tous ces adjectifs, tous ces petits commentaires des uns et des autres ont fait depuis 8 jours un dégât considérable. Et ceux qui parlent de leur famille politique, moi je suis toujours sensible au mot. Le mot famille, il exprime justement une forme de solidarité, une forme, une décence par rapport à ce qui se dit à l'extérieur. Vous dites Juppé est allé trop loin, Alain Juppé, en parlant d'obstination, en parlant de base radicalisée, en parlant de immense gâchis, il est allé trop loin? D'abord, moi, je n'ai pas eu l'impression dimanche de vivre un moment de radicalisation. Je crois qu'au contraire, les discours étaient pondérés, la foule était digne, l'enthousiasme était réel et il n'y avait rien de radical dans la réunion de dimanche dernier. Vous soutenez François Fillon, vous avez vu au Trocadéro, hier soir vous étiez en meeting dans votre ville à Neuilly pour le soutenir. En même temps, vous soutenez vos propres candidats aux législatives, les candidats de Territoire en Mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans ? Non, au contraire, vous voyez, je pense qu'un président de la République, comme on le disait à l'instant, n'est pas le président d'un parti. Il est un candidat à la présidentielle, soutenu par des Français, soutenu par des groupes différents. Avoir la double étiquette. Comment ça va se passer concrètement? Non, mais moi je réclame pas à ce qu'on ait la même étiquette. Je mobilise des candidats qui sont indépendants, qui viennent pour la plupart de la société civile, qui amènent une nouvelle expérience, un nouveau regard sur la politique, un renouveau politique. On croirait entendre Emmanuel Macron sur ce type de discours. Mais en tous les cas, il y a une attente incroyable des Français aujourd'hui pour quelque chose de neuf. Et ce qu'on vient de voir depuis 8 jours le montre à un point qu'on ne pouvait pas imaginer encore il y a quelques semaines. Et c'est difficile dans la mesure où d'abord Emmanuel Macron il ouvre son programme. Il y a des points sur lesquels vous vous retrouveriez avec votre futur parti possible? Indéniablement, oui. Je pense qu'en termes de politique économique, il y a des points de convergence. Moi, je l'avais pratiqué dans le cadre de la loi croissance et activité où j'avais passé une vingtaine d'amendements et il y avait, malgré nos divergences politiques de fond, il y avait des points de convergence et il y avait cette intelligence de sa part à considérer qu'un amendement de l'opposition n'était pas d'emblée un mauvais amendement. Pourtant, c'est l'adversaire principal de votre candidat pour la présidentielle, François Fillon. C'est un peu compliqué pour vous, quand même. Non, parce que arrêtons, vous voyez, de penser à ces postures. Moi, je pense que notre projet politique est très convergent, très compatible avec celui de François Fillon. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, et on est beaucoup de candidats dans cette dynamique 577 pour la France, avoir décidé de soutenir justement ce programme de François Fillon, qui est plus compatible avec le nôtre que celui des autres candidats. Christophe Fromentin, une petite question personnelle. Où en sont vos rapports avec Nicolas Sarkozy, qui a été votre prédécesseur à la mairie de Neuilly? Oula, je ne l'ai pas vu depuis des années. Oui, donc pas très bon. Oh, je sais pas parce qu'on voit pas les gens que les rapports sont mauvais. Ouais.
Mercredi, Hervé Morin, le président de la région Normandie et président du mouvement Les Centristes, est revenu sur ce plateau sur le rétropédalage de l'UDI et considère que c'est François Fillon qui est le mieux placé pour défendre la droite et le centre à l'élection présidentielle. La description est extrêmement simple pour que vos auditeurs comprennent, parce que je ne suis pas convaincu qu'ils regardent tous les jours comment les choses se passent. Mercredi, donc, nous nous réunissons à une quinzaine. Et donc, il est décidé d'une suspension jusqu'à mardi prochain, décision. Bon, moi, quand je dis nous, parce que je suis parti en cours de réunion puisque j'allais soutenir un candidat législatif. Bien. Très bien, bon. Moi, j'affiche très clairement que je continue à soutenir François Fillon et qu'il n'y a qu'un seul candidat. Après, qu'est-ce qui se passe? L'UDI, par la voix de son président, Jean-Christophe Lagarde, décide en quelque sorte de mener la campagne de déstabilisation en considérant que François Fillon va être... c'est Jean-Christophe Lagarde qui mène la campagne de déstabilisation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait ce qu'ont fait beaucoup de républicains pendant le même week-end. C'est-à-dire, en clair, grosso modo, lâchant François Fillon et cherchant à faire en sorte qu'Alain Juppé soit candidat. Bon, et après, c'est Alain Juppé. Et donc manque de peau, lundi matin, Alain Juppé annonce qu'il n'est pas candidat. Et donc, rétropédalage pour retrouver que François Fillon, c'est tout, quoi. C'est un putsch raté? C'est pas un putsch raté, c'est un putsch qui n'a pas de sens. François Fillon est candidat de la droite et du centre. Et il sera notre candidat le 23 avril. Au moment du premier tour de l'élection présidentielle. Ce matin, ce qu'on comprend à travers vos mots, c'est que Alain Juppé avait quand même la volonté de tuer François Fillon, c'est ça? Vous avez bien vu toutes les déclarations de week-end. Il n'y a pas de. Je n'ai pas dit qu'Alain Juppé voulait tuer François Fillon. Il est très, très clair qu'il y a eu une grande campagne durant le week-end qui a consisté à essayer de mettre Alain Juppé en orbite. Voilà. Alors, le rassemblement des centristes, maintenant, est-ce qu'il est fondamentalement possible? Parce qu'on les voit revenir, passez-moi l'expression, à la soupe pour les circonscriptions, mais ils attendent des initiatives de la part de François Fillon. Qu'est-ce que ça veut dire, ces palabres? Les initiatives, François Fillon les a données, dites, je l'ai au téléphone assez régulièrement. Pour lui, il n'a jamais été question d'autre chose que de l'accord qui était conclu, je vous le rappelle, la semaine dernière. Et que cet accord-là, il entend bien le respecter. Ce n'est pas ce que disent les centristes, ils attendent des gestes forts de la part de... Quels gestes on peut avoir de Je ne sais pas, c'est à vous de nous dire. Rien. Voilà, moi, Ils sont vos amis, les centristes, quand même. Je dis qu'il était assez simple de voter une résolution hier qui consistait à dire « Nous soutenons François Fillon dans le cadre de l'accord politique et programmatique qui a été conclu la semaine dernière ». C'était assez simple. Ça avait au moins le mérite de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme ça que ça se terminera. Est-ce qu'on peut encore parler de la droite et du centre aujourd'hui? Quand on voit qu'une partie des centristes, finalement, font campagne, tous les partis à demi-mot et du bout des doigts. Tous les partis politiques sont traversés par des fractures qui sont des fractures sur la question européenne, qui sont des fractures sur les questions d'économie de marché, et qu'on voit bien que le système va se recomposer et qu'il se recomposera d'autant plus que vous aurez un candidat face à Marine Le Pen qui, lui, aura l'obligation de s'adresser à des Français pour leur dire « il me faut un socle politique, il me faut une majorité large pour bâtir la transformation du pays ». Et je dis que pour cela, il y a un homme capable de le faire qui s'appelle François Fillon. Attendez, parce qu'il y a François Fillon qui a quand même des démêlés avec les affaires et le Canard enchaîné qui rapporte, depuis hier soir, que François Fillon a obtenu un prêt de 50 000 € sans intérêt non déclaré, un oubli dans sa déclaration de patrimoine, dit son avocat. Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle infraction? Comment ça se défend, ça? Et vous avez oublié de dire que l'avocat de François Fillon avait indiqué que ce prêt avait été remboursé. Oui. Mais il faut dire tout jusqu'au bout, quoi. Là, on est sur l'omission du prêt. Oui, d'accord. Bon, et puis il y a un nouveau rendez-vous judiciaire le 15 mars. Oui, bien sûr. Ouais. Mais vous aurez encore une pièce dans la machine. Écoutez, moi, je ne fais pas partie des girouettes qui, tous les 3 jours, changent de situation. C'est la journée de la femme. Un mot quand même. Est-ce qu'il y a une solution politique pour endiguer le fait qu'elle gagne 26% de moins que les hommes? C'est une longue entreprise, mais je constate qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Preuve s'il en est avec la loi Copé, où on a fait déjà rentrer dans les conseils d'administration les femmes qui en étaient exclues. Donc c'est une longue entreprise qu'il faut continuer. Jeudi, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, Olivier Besancenot, a confié que la course au parrainage de son candidat Philippe Poutou a été très compliquée. Ça va jouer dans un mouchoir de poche. Donc je ne vous cache pas notre inquiétude. On est extrêmement inquiet parce que le système a changé, vous le savez. C'est-à-dire que le système politique se resserre un peu plus. Il y a ce système qui consiste à
à déclarer soi-disant au fil de l'eau. D'ailleurs, je dis soi-disant au fil de l'eau, puisque le Conseil constitutionnel filtre de temps en temps. On est passé de 1 à 197 en quelques jours, sans qu'on comprenne d'ailleurs pourquoi. Mais ça met un petit peu plus encore la pression sur les maires. Alors vous savez que déjà à la base, ce système n'est pas démocratique. Ça rend les maires finalement otages d'un système qu'ils n'ont pas demandé. Nous, on serait pour un système de parrainage populaire. Il y a on une l'a pression réclamé. sur les maires aujourd'hui. Quel système de parrainage populaire? Tout simplement que la population parraine des candidats. On peut discuter ensuite du chiffre, mais ce serait démocratique et ça permettrait aux militants d'aller à la rencontre de la population plutôt que d'aller à la rencontre des maires des plus petites communes, puisque vous avez bien compris que nous, c'est vers les maires des plus petites communes qu'on est obligé Est-ce que vous de se lancez un diriger. appel ce matin pour dire aux maires aujourd'hui, libérez-vous, donnez-nous les signatures? Oui, moi je lance un appel, si tant est que j'ai le bras long à ce niveau-là, mais un appel solennel aux maires pour leur dire vous avez le pouvoir de permettre à des courants comme les nôtres de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, si on est un peu honnête, le seul candidat qui risque d'avoir des difficultés, c'est Philippe Poutou. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a 197 signatures qui ont été validées, il nous reste à peu près 8 jours pour les obtenir, qu'il y a les oukases des partis institutionnels, Donc dès des que pressions. vous allez dans des maires un petit peu, dans des villes un peu significatives, vous avez des maires qui sont encartés dans un parti. Or, nous, très concrètement, on a des maires qui nous ont dit on serait prêt à parrainer Philippe Poutou, non pas qu'on soit d'accord avec son programme, mais simplement parce qu'on pense que démocratiquement c'est juste. Simplement, on a des instructions de notre parti pour dire ne le fais pas. Il y en a certains qui transgressent. Je pense à certains élus des écologistes aujourd'hui qui le font, y compris José Bové, qui par exemple, sans du tout partager le programme de Philippe Poutou, a dit moi je pense que c'est légitime qu'il puisse être présent. Donc José Bové a parrainé Philippe Poutou. Oui, j'espère que ce type d'initiative pourrait être entendu par d'autres. On en a bien besoin et je demande aux partis institutionnels les maires de lâcher la pression sur les maires qui sont d'accord. C'est-à-dire, nous, on ne demande pas de nous en donner, on demande simplement de lâcher la pression sur les maires qu'on a rencontrés, qui nous ont fait des promesses et dont on sent qu'il y a un certain type de pression qui s'exerce sur eux. À gauche, certains disent le vote utile, c'est ce qu'il faut faire tout de suite, maintenant. Oui, mais moi, je m'en bats les reins. Ça, c'est pas mon sujet. Ouais. Moi, mon sujet, c'est d'être représenté à cette élection. Et le seul qui me représente, c'est Philippe Poutou. Et ce serait quand même un comble et ce serait révoltant que Philippe Poutou, qui est le seul à pas être un politicien professionnel, qui est un ouvrier dans l'automobile, qui se... Voilà, pardon de le dire, mais qui est un des rares à se lever le matin pour aller embaucher à l'usine, y compris dans une campagne électorale, qui est donc le seul, finalement, à mes yeux, qui a la légitimité de parler de nos vies quotidiennes, qui puisse pas se présenter, parce que c'est ça dont on Une forme parle. de mépris Quand de je vous petit écoute, c'est candidat. ça. Oui, bien sûr. Emmanuel Macron, ce matin, il y a un sondage qui le pointe en tête devant Marine Le Pen. Est-ce que ce sera lui le rempart contre le Front National? Sûrement pas. Parce que quand bien même il gagnerait contre Marine Le Pen, ce serait une victoire à la Pyrrhus. Ce serait un gouvernement d'experts. Lui, c'est un trader. Vous savez, les traders, en général, ça fait des bulles. Et souvent des bulles spéculatives qui explosent très rapidement. 8 jeunes déférés devant le juge pour des violences à Saint-Denis dans 3 lycées. Elles auraient pour origine l'affaire Théo, bien sûr. Est-ce que vous dites stop aux jeunes, ça suffit? Stop aux jeunes. Je dis surtout stop au climat actuel. Stop aux affaires de violences policières qui pour l'instant, sont traitées dans l'impunité la plus totale et qui créent la révolte et qui créent des mobilisations et qui créent encore plus de répression derrière. Donc c'est ce processus-là qu'il faut arrêter. Mais sur les violences, que ça vous soit leur sur dites l'affaire stop de Théo. Vous savez, cette Sur les question, on la violences, pose à maintes reprises. Moi, je suis là, vous savez, je suis un des rares en politique à parler des autres violences, comme un thème de société, comme un thème politique. L'affaire Théo, l'affaire Adama Traoré, l'affaire Ziad Ebouna, à l'époque, bien entendu, l'affaire Rémi Fraisse, sont là aussi peut-être pour nous rappeler à tous ceux qui nous regardent que finalement, la question des violences policières, elle ne concerne pas potentiellement que les habitants des quartiers populaires, jeunes ou pas jeunes. Elle ne concerne pas potentiellement que des syndicalistes, comme on l'a vu pendant la loi travail. Elle ne concerne pas potentiellement que des militants de l'écologie radicale. Elles peuvent potentiellement concerner chacun d'entre nous. Dites-moi, quand Marine Le Pen, justement, dit hier qu'il faut supprimer les aides sociales aux parents de ces mineurs récidivistes en cas de carence éducative, les yeux dans les yeux, vous lui répondez quoi? Qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'elle raconte. J'ai vu sa grande première mesure, c'était de déscolariser les enfants d'immigrés, en expliquant que les immigrés ne travaillaient pas. C'était sa justification. Puisqu'ils ne travaillent pas, sous-entendu, il n'y a pas de raison que leurs enfants ne bénéficient pas de prestations publiques. Ce qui est quand même un comble, je vous le dis les yeux dans les yeux, pour un courant politique qui, depuis 20 ou 30 ans, passe le plus clair de son temps à expliquer à la France entière que les immigrés sont là pour voler le travail des Français. Vous dire à quel point les immigrés sont retors. Parce que les immigrés, sans travailler, c'est elle qui le dit, piquent le travail des Français. Et moi, mon vrai problème, c'est ceux qui sont en haut, c'est les capitalistes qui s'en mettent plein les poches. Vous avez vu que les dividendes des actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 23%. 23%. On nous gave avec les fameux déficits publics. Les déficits publics, si vous lisez par exemple un excellent ouvrage des sociologues Les Pinsons Charlot, vous explique que par exemple la vraie fraude,
la fraude des plus riches, la fraude fiscale, c'est à hauteur de 90 milliards d'euros, c'est-à-dire le montant des déficits publics avec lequel on nous culpabilise du matin jusqu'au soir. Donc de l'argent, il y en a. Donc mon adversaire à moi, c'est le capitalisme, qu'il soit version mondialisée ou version nationale. Mon problème à moi, c'est le capitalisme. Olivier Besançon. Le jeu de la division, moi je m'y opposerai toujours et c'est pour ça que je suis antifasciste et c'est pour ça que je lutte contre l'extrême droite. Vendredi, Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, soutien d'Emmanuel Macron, accueille favorablement les ralliements de ces derniers jours à son candidat, mais rappelle que cela n'engendrera aucun changement de programme. Tous ceux qui soutiennent et veulent voter pour Emmanuel Macron sont les bienvenus, bien sûr. Vous confirmez que Jean-Yves Le Drian va je rejoindre Emmanuel Macron? Je ne confirme pas. C'est une rumeur pour le moment, donc je n'ai pas confirmé. Ça serait une bonne nouvelle, donc. Lui, c'est une bonne nouvelle, mais tous ces ralliements, tous ces soutiens, est-ce que c'est vraiment des bonnes nouvelles? Écoutez, je crois que la des personnalités qui ne sont pas forcément adorées des Français, quoi. Alors, je crois que la position d'Emmanuel Macron, elle est très claire et très simple. Consiste à dire tous ceux qui veulent voter. Aussi. Tous ceux qui veulent voter pour moi sont les bienvenus. Mais voter pour moi ne signifie pas changer moindrement la ligne politique que nous nous sommes définie, ne signifie pas entrer dans mon équipe de campagne. Donc on ne change pas de campagne. On ne change pas de campagne, on ne change pas d'équipe. Et un ralliement ne signifie pas une investiture. Mais Corinne Lepage, le soutien de Jean-Yves Le Drian, est-ce que ça montre pas quand même le besoin de solidité d'Emmanuel Macron sur les questions régaliennes? Et est-ce que ça ne traduit donc pas une fragilité de la part du candidat à la présidentielle? Vous savez, à partir du moment où vous êtes dans le renouvellement, forcément, on peut vous accuser d'être fragile. J'ai entendu beaucoup de choses sur l'âge d'Emmanuel Macron. J'observe qu'il n'a que 2 ans de moins qu'avait M. Kennedy quand il a été élu président des États-Unis. Vous faites le parallèle entre Kennedy et Emmanuel Macron? 39-41, non, c'est une question d'âge. Est-ce que vous lancez ce matin un appel aux orphelins, entre guillemets, d'Alain Juppé? J'ai eu l'honneur d'être ministre d'Alain Juppé. Ça fait quelques années maintenant, ça fait plus de... 95. Oui, ça fait plus de 20 ans. Mais par exemple, voyez-vous, sur les régimes spéciaux, sur les retraites, c'est le même combat que celui qu'Alain Juppé avait essayé de mener à l'époque, avec les difficultés que l'on connaît. Ce ne sont pas les mêmes programmes, bien sûr, mais je dirais que sur un certain nombre de points, je retrouve beaucoup de similitudes entre Emmanuel Macron... Emmanuel Macron n'est pas l'héritier de François Hollande, mais d'Alain Juppé? Non, il est l'héritier de personne. Il est quelqu'un qui se construit avec le passé qui est le sien et avec l'histoire qui est la nôtre. Vous avez été ministre d'Alain Juppé, vous l'avez répété. Pourriez-vous être dans un gouvernement avec François Fillon comme président de la République? Non. Pourquoi? Très clairement non. Parce que c'est de même que je ne suis pas allée dans un gouvernement avec Nicolas Sarkozy, ce qui m'avait été proposé à l'époque. Parce que c'est une droite. Moi, je ne suis pas de droite. Je suis une femme plutôt du centre, plutôt centre-gauche. C'est la droite et le centre, François. Oui, enfin, écoutez, c'est beaucoup la droite et c'est pas beaucoup le centre. Le centre, il a fait son accord électoral dont acte, très bien. Je ne vois pas beaucoup ce qui est centriste dans le programme de François Fillon. Je vois en revanche beaucoup la trace de sens commun et d'une droite qui est une droite extrêmement dure. Peut-être écouter Benoît Hamon hier soir, invité d'une chaîne de télévision. Emmanuel Macron sert de marchepied au Front National, un accélérateur du Front National. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ce matin? Absolument pas. C'est comme si on avait dit que M. Jospin, dans les années 2000, avait été un accélérateur du Front National. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un peu triste. Marine Le Pen ne répondra pas à la convocation de la justice aujourd'hui. Vous êtes avocate également. Vous lui auriez conseillé de ne pas se rendre à la justice? En tant qu'avocate, certainement pas. Et en tant que citoyenne, ça me révolte. Je pense que, bien sûr, elle a une immunité. Donc elle peut jouer la montre et attendre d'avoir une levée d'immunité pour être obligée d'y aller, avec les forces qui s'y attachent si vous n'y allez pas. Mais c'est très peu respectueux de la justice pour quelqu'un qui prétend être le chef de l'État, donc le garant de l'indépendance des institutions judiciaires, le garant des institutions, de refuser de déférer à une injonction d'un juge. C'est extrêmement préoccupant pour la démocratie. Corinne Lepage, à propos des affaires, dans votre livre Les mains propres, en 2014, vous dénoncez un cas d'emploi fictif au MoDem. La secrétaire de François Bayrou, employée payée sur le fonds des parlementaires européen sur le fonds de Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez a démenti, François Bayrou également. C'est quand même exactement la même affaire que ce qui se passe en ce moment au Front National. Est-ce que vous maintenez vos propos? Écoutez, il est hors de question pour moi d'entrer dans la moindre polémique avec François Bayrou. J'observe que dans la même page,
je montrais le système industriel mis en place par le Front National sur ce point. Le Parlement européen, c'est lui qui est maître des poursuites. Il est au courant de tout. S'il a décidé que l'échelle industrielle du Front National méritait qu'il y ait une action qui soit engagée, eh bien, c'est à lui d'engager. Mais là, visiblement, on vivait la même chose au MoDem. Écoutez, j'ai écrit ce que j'ai écrit, c'était il y a 3 ans, ça ne veut pas dire que... Mais vous ne reniez pas. Quand François Bayrou parle de moralisation de la vie politique avec Emmanuel Macron, est-ce que ça ne vous dérange pas quand même ? Écoutez, François Bayrou est quelqu'un qui a mené énormément de combats sur la moralisation de la vie politique, sur la question des autoroutes, sur Bernard Tapie. J'ai eu beaucoup de désaccords avec lui. Mais c'est quelqu'un qui foncièrement s'est battu sur ce sujet-là. Le groupe franco-suisse Lafarge s'est dit prêt à vendre son ciment, vous le savez, pour la construction de ce mur anti-migrant promise par Donald Trump pendant la campagne électorale à la frontière mexicaine. C'est une faute morale pour vous ? Une belle entreprise comme Lafarge, qui est quand même une grande entreprise française. Franchement, je me disais, j'ai bien connu Bertrand Collomb. Franco-suisse. Oui, maintenant les franco-suisses. J'ai bien connu Bertrand Collomb, qui était un très grand patron français. Je me disais, je pense qu'il n'aurait jamais pris une décision comme celle-là. Voilà, fin de Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.